Et si un homme avait personnellement connu Ponce Pilate, la question jetée nonchalamment dans un journal intime n'appartient pas à un illuminé, mais au roi de France lui-même, Louis XV. Il parle d'un homme qui se tient à ses côtés, dans les salons dorés de Versailles, un homme sans passé, sans âge apparent, qui semble porter en lui le poids des siècles. Dans les archives de la police parisienne, bien des années plus tard, on retrouvera des rapports le concernant rédigés avec une précision glaçante 40 ans après la date officielle de sa mort. Cet homme, c'est le comte de Saint-Germain. Son nom éclate sur la scène parisienne au milieu du XVIIIe siècle comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il n'est personne et il est partout. Il possède une fortune dont l'origine est une insulte à l'entendement des banquiers les plus aguerris. Ses poches sont littéralement pleines de diamants d'une pureté inouïe qu'il distribue comme des babioles. Il parle toutes les langues d'Europe et bien d'autres encore sans le moindre accent. Il joue du violon comme un dieu et peint avec le talent des grands maîtres. Mais ce qui fascine et terrifie la cour la plus sophistiquée du monde, c'est son savoir. Il raconte des anecdotes sur la cour de Babylone avec la précision d'un témoin oculaire. Il évoque des conversations avec Richard Cœur de Lion comme s'il l'avait quitté la veille. Que feriez-vous si vous rencontriez un homme qui prétend ne pas pouvoir mourir? La haute société, blasée et avide de nouveautés, s'enflamme pour ce personnage sorti de nulle part. Il devient l'attraction principale des soupers les plus exclusifs. On se presse pour l'entendre, pour le voir accomplir ses prodiges. Devant un parterre de ducs et de marquises, il prend un diamant défectueux, le place dans un creuset et quelques instants plus tard, en ressort une pierre parfaite, plus grosse et plus pure. Est-ce de la prestidigitation, de la chimie avancée ou quelque chose de tout à fait autre? Il ne mange jamais en public, se contentant de siroter une tisane mystérieuse, affirmant suivre un régime qui lui permet de préserver sa longévité. Cette excentricité ne fait qu'ajouter à son aura. Les femmes sont sous son charme. Les hommes le jalousent, tout le craignent. Madame de Pompadour, la maîtresse toute puissante du roi, est sa plus grande protectrice. Elle est fascinée par son esprit, par cette impression déroutante qu'il n'appartient pas à leur temps. C'est elle qui lui ouvre les portes des appartements privés du roi. Louis XV, monarque mélancolique et curieux des sciences occultes, trouve en Saint-Germain un confident inespéré. Leurs conversations durent des nuits entières, à l'abri des oreilles indiscrètes. Le comte lui aurait confié le secret de la transmutation des métaux, non pas pour l'or, mais pour créer un alliage révolutionnaire pour les canons de l'armée française. Cependant, dans le nid de vipères qu'est Versailles, une telle ascension fulgurante ne peut que susciter des haines mortelles. Le duc de Choiseul, ministre des Affaires étrangères, homme pragmatique et brutal, voit en cet étranger une menace intolérable. Pour lui, Saint-Germain n'est qu'un espion, un charlatan de génie qui a ensorcelé le roi et sa maîtresse. Il commence à tisser sa toile, mobilisant ses propres espions pour creuser dans le passé inexistant du comte. Chaque piste mène à une impasse. Il n'a pas de famille, pas de lieu de naissance connu, pas de traces de son existence avant son apparition soudaine. Cette absence de biographie est plus suspecte que n'importe quel crime. Choiseul lance une campagne de calomnie. Des rumeurs se répandent. Saint-Germain serait un juif portugais, un prêtre espagnol défroqué, un bâtard royal. Chaque histoire est plus invraisemblable que la précédente, mais le poison fait son effet. Le comte, lui, semble flotter au-dessus de ces intrigues avec une sérénité déconcertante. Les rois d'Europe jouaient à la guerre et Saint-Germain jouait avec les rois, mais personne n'a jamais compris quels étaient tous les enjeux de son jeu. La haine de Choiseul passe bientôt des mots aux actes. Un soir, alors que le comte rentre dans ses appartements parisiens, il est attaqué par 3 hommes armés. Saint-Germain, qui ne porte jamais d'épée ostensiblement, se défend avec une canne et une agilité surprenante, mettant ses agresseurs en déroute. L'incident est étouffé, mais le message est clair. Sa vie est en danger. Il ne s'agit plus d'une simple jalousie de courtisan, mais d'une affaire d'État. Le ministre craint que l'influence de Saint-Germain sur le roi ne perturbe ses propres plans politiques, notamment sa stratégie agressive envers l'Angleterre. Le comte, avec son discours pacifiste et ses relations cosmopolites, est un obstacle à éliminer. Louis XV, bien qu'averti du danger, est paralysé par l'étiquette et les équilibres précaires de sa cour.
Il ne peut pas ouvertement désavouer son propre ministre pour protéger un homme sans statut officiel. Saint-Germain comprend qu'il est seul. Il doit naviguer dans ces eaux infestées de requins, avec pour seules armes son intelligence et son aura de mystère. La tension monte d'un cran. Un complot plus sophistiqué est à mise en place. Un courtisan endetté est payé par Choiseul pour démystifier le comte. L'homme nommé Gauve se déguise en Saint-Germain et se rend dans les salons parisiens, où il raconte des histoires absurdes prétendant avoir dîné avec Jésus-Christ et conseillé Alexandre le Grand. La caricature est grossière mais efficace. Le tout Paris rit de ce faux Saint-Germain et par ricochet du vrai. Le ridicule est une arme plus mortelle que le poignard à la cour de France. Le comte est publiquement humilié. Pour la première fois, son calme olympien semble se fissurer. Il comprend que le jeu est devenu trop dangereux. Ses ennemis ne reculeront devant rien. Il sait que Choiseul ne s'arrêtera pas là. La prochaine tentative d'assassinat ou la prochaine humiliation pourrait être la bonne. Son séjour idyllique en France touche à sa fin. Le favori du roi, l'alchimiste de génie, le confident de la Pompadour, est devenu un paria traqué. Il doit disparaître une fois de plus. Cette première défaite apparente n'est en réalité qu'une manœuvre stratégique. Saint-Germain a toujours eu plusieurs coups d'avance. Il sait que rester à Paris, c'est signer son arrêt de mort. Il organise sa fuite avec une précision d'horloger. En une nuit, il liquide une partie de ses biens, laisse des messages énigmatiques à ses quelques amis et s'évapore sans laisser de traces. Les espions de Choiseul retrouvent sa demeure vide. Le comte de Saint-Germain a quitté la France, laissant derrière lui un sillage de questions sans réponse, de fortunes inexpliquées et de haine tenace. Il laisse surtout un roi fasciné et un ministre triomphant, mais ce dernier ignore que l'influence de l'homme qu'il vient de chasser ne s'éteindra pas. Au contraire, elle va changer de nature, car Louis XV, loin de l'oublier, s'apprête à utiliser cet homme insaisissable pour une mission que même son propre gouvernement ignore, une mission qui pourrait changer le destin de l'Europe. La partie d'échecs n'est pas terminée. Elle ne fait que s'étendre à un nouveau plateau. Le roi a trouvé en Saint-Germain non pas un mystique, mais l'agent secret parfait. Un homme sans attache, sans passé, et loyal uniquement à celui qui sait écouter ses prophéties. Était-il un mystificateur de génie, semant le trouble par pur plaisir, ou un prodige authentique dont les capacités dépassaient l'entendement de son siècle? Exprimez votre opinion dans les commentaires, le jeu ne fait que commencer. Le roi de France, Louis XV, a un secret. Un secret si lourd qu'il ne peut le partager avec ses ministres, ni même avec sa maîtresse. Il dirige un réseau d'espionnage personnel connu sous le nom de « secret du roi », une diplomatie parallèle qui contredit souvent la politique officielle de son propre gouvernement. Et pour la mission la plus délicate, la plus cruciale de toutes, il a besoin d'un agent que personne ne pourra identifier, un homme capable de se mouvoir dans toutes les cours d'Europe sans éveiller les soupçons. Il a besoin du comte de Saint-Germain. Alors que le duc de Choiseul célèbre sa victoire à Versailles, croyant avoir chassé définitivement son rival, le comte est déjà en route pour La Haye, aux Pays-Bas. Sa mission, confiée de vive voix par le monarque, négocier une paix secrète avec l'Angleterre pour mettre fin à la désastreuse guerre de 7 ans, une guerre que la France est en train de perdre. Saint-Germain doit agir en dehors de tous les canaux officiels, en court-circuitant l'ambassadeur de France sur place, le marquis d'Affry, un homme de Choiseul. C'est une mission suicide. S'il échoue, le roi le reniera. S'il est découvert, il sera accusé de haute trahison. Arrivé à La Haye, plaque tournante de la diplomatie et de l'espionnage européen, Saint-Germain déploie ses talents. Il prend le nom de comte de Weldon et, grâce à sa fortune et à son charisme, s'introduit rapidement dans les cercles du pouvoir. Il entre en contact avec des émissaires britanniques et des ministres hollandais, leur présentant un plan de paix audacieux et étonnamment sensé. Il ne se comporte pas comme un diplomate, mais comme un homme d'affaires pragmatique, parlant de bénéfices mutuels plutôt que de gloire nationale. Son approche séduit ses interlocuteurs, un accord semble possible. L'idée d'une paix séparée négociée dans le dos de l'allié autrichien de la France et du belliqueux Choiseul commence à faire son chemin. Le comte joue la partie la plus dangereuse de sa vie, manipulant les fils de la géopolitique européenne avec une dextérité stupéfiante. Il est sur le point de réussir un coup de maître, arrêter une guerre mondiale à lui tout seul. La diplomatie officielle signe des traités au grand jour.
La véritable histoire s'écrit à l'encre sympathique dans l'ombre des couloirs. Mais l'ombre de Choiseul est longue. Le marquis d'Affry, l'ambassadeur officiel, remarque l'activité de cet étrange comte de Weldon qui semble avoir l'oreille de tous les puissants de la ville. Intrigué, puis soupçonneux, il fait remonter des informations à Paris. La description de l'homme correspond trait pour trait à celle de l'ennemi juré de son patron, le comte de Saint-Germain. Choiseul entre dans une fureur noire. Non seulement cet aventurier a survécu, mais il ose maintenant interférer avec la politique étrangère du royaume. Il voit cela comme une trahison ultime, non seulement de sa part, mais aussi de celle du roi. Il envoie un ordre formel et sans appel à d'Affry, faire arrêter Saint-Germain immédiatement, mort ou vif, et le faire extrader vers la France pour qu'il soit jugé. La demande est transmise aux autorités hollandaises. Du jour au lendemain, le négociateur de paix devient un fugitif traqué. La chasse à l'homme est lancée. Saint-Germain, grâce à son propre réseau d'informateurs, est prévenu de justesse. L'étau se resserre autour de lui. Les gardes de la ville sont à ses trousses. Il doit fuir La Haye en pleine nuit. Commence alors une course-poursuite haletante à travers l'Europe. Il se réfugie d'abord en Angleterre, le pays même avec lequel il tentait de négocier la paix. Il espère y trouver une protection, mais la nouvelle de son statut de fugitif l'a précédé. Le gouvernement britannique, ne voulant pas créer d'incident diplomatique avec la France pour un agent secret grillé, lui fait comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Des espions français, envoyés par Choiseul, sont déjà sur le sol anglais, prêts à l'enlever ou à le tuer. Il se cache à Londres, changeant d'identité et de résidence chaque jour. La métropole tentaculaire devient sa prison. Il est piégé, isolé, sans le soutien du roi qui, depuis Versailles, ne peut plus rien pour lui. Le système politique qu'il a tenté de manipuler se retourne contre lui avec une violence inouïe. La traque atteint son paroxysme. Les agents de Choiseul le localisent. Un piège est tendu, on lui fait miroiter un passage sécurisé vers un pays neutre. Saint-Germain, sentant l'embuscade, joue le jeu. Il se rend au lieu de rendez-vous, mais au dernier moment, grâce à une diversion audacieuse, il parvient à s'échapper une nouvelle fois, laissant ses poursuivants furieux et désemparés. Son audace est sans limite, mais il sait que sa chance ne durera pas éternellement. Il est l'homme le plus recherché d'Europe. Il a défié les puissants et ils ne lui pardonneront jamais. Il a vu de près comment les nations sont gouvernées, non par la raison, mais par l'ego et la brutalité des hommes en place. Cette expérience le marque profondément. Il comprend que pour survivre, il doit disparaître complètement des radars. Il doit devenir un fantôme. Il quitte l'Angleterre à bord d'un navire marchand sous une fausse identité, sans destination précise. Il laisse derrière lui une Europe en guerre, des complots inachevés et une réputation sulfureuse d'espion et de traître. Le comte de Saint-Germain s'efface de la scène européenne. Pendant plusieurs années, on n'entend plus parler de lui. Les chancelleries l'oublient. Choiseul savoure son triomphe. Le roi Louis XV regrette peut-être son agent hors norme, mais il est prisonnier de son propre système. Pour tous, l'épisode est clos. L'aventurier a probablement fini sa vie misérablement dans un port lointain. Ils se trompent tous. Saint-Germain n'est pas du genre à se retirer du monde. Il attend son heure, observe les mouvements sur l'échiquier mondial. Il sait que les empires sont fragiles, que les trônes peuvent basculer en une nuit. Son regard ne se tourne plus vers les cours établies de Paris ou de Londres, mais vers l'Est, vers une puissance jeune, brutale et pleine de potentiel. L'Empire russe. C'est là-bas, dans les plaines glacées du Nord, qu'une nouvelle partie s'apprête à commencer. Une partie où il ne sera pas un simple émissaire, mais un faiseur de rois. L'ombre de son influence, chassé de France, a déjà atteint les rives froides de la Neva. Sur les rives froides de la Neva, un empire est au bord de l'implosion. L'empereur Pierre III, un souverain instable, obsédé par la Prusse et méprisant la Russie, s'est aliéné toute son administration, l'armée et le clergé. Sa femme Catherine, une princesse allemande intelligente et ambitieuse, vit sous la menace constante d'être répudiée et enfermée dans un couvent. Dans l'ombre, un complot se trame. Les 5 frères Orlov, des officiers de la garde impériale, charismatiques et brutaux, décident de renverser le tsar pour mettre Catherine sur le trône. Ils ont l'audace, les hommes, mais il leur manque 2 choses essentielles.
une stratégie sans faille et l'argent nécessaire pour acheter les loyautés. C'est alors qu'un étranger mystérieux fait son apparition à Saint-Pétersbourg. Il se présente sous le nom de général Saltykov, mais certains le reconnaissent. C'est le comte de Saint-Germain disparu des radars européens depuis des années. Personne ne sait comment il est arrivé là, ni pourquoi. Il entre rapidement en contact avec les frères Orlov. Que leur a-t-il offert? Des conseils stratégiques? Des fonds illimités? Les archives sont muettes, mais les témoignages de l'époque sont troublants. Le complot s'accélère. Saint-Germain devient le conseiller secret des conspirateurs. Il est l'homme de l'ombre, le cerveau invisible de l'opération. Il ne cherche ni la gloire ni la reconnaissance. Il opère avec une efficacité glaçante. Il aurait fourni aux Orlov des sommes considérables d'origine inconnue, permettant de soudoyer des régiments entiers de la garde. Il aurait dessiné les plans de la prise de contrôle des points stratégiques de la capitale. Il transforme une rébellion de caserne en un coup d'État millimétré. Pourriez-vous confier le destin d'un empire à un homme sans passé dont les motivations vous échappent totalement? Les Orlov, eux, n'hésitent pas. Ils reconnaissent en lui une intelligence supérieure, une capacité d'analyse et un sang-froid hors du commun. Ils le surnomment « l'homme en blanc » en raison de son habitude de s'habiller de couleur claire, contrastant avec la pénombre de leurs réunions secrètes. Dans le drame qui se prépare, il n'est pas un acteur mais le metteur en scène. La nuit du 28 juin 1762, le coup d'État est lancé. Tout se joue en quelques heures. Alors que Grigori Orlov galope pour aller chercher Catherine à Peterhof et la ramener à la capitale, Saint-Germain, selon plusieurs témoins oculaires, se trouve dans les casernes du régiment Izmaïlovski. Il est là, au milieu des soldats, calme et impérial, distribuant de l'argent de ses propres mains pour s'assurer de leur soutien. Il n'est plus le philosophe des salons parisiens, mais un chef de guerre dans le feu de l'action. Sa présence électrise les troupes. La marche sur le palais d'hiver commence. Le tsar Pierre III, complètement pris au dépourvu, est arrêté sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Du moins, pas encore. Catherine est proclamée impératrice de toutes les Russies. Le coup d'État est une réussite totale, un modèle d'audace et de précision. En une seule nuit, le sort de l'un des plus grands empires du monde a basculé. Au lendemain du triomphe, alors que Catherine la Grande commence son long règne et que les frères Orlov reçoivent honneur et titre, le comte de Saint-Germain, lui, s'évapore. Il ne demande rien, ne réclame aucune récompense, il disparaît de Saint-Pétersbourg aussi mystérieusement qu'il y était apparu. Il ne laisse derrière lui que quelques témoignages confus et une légende tenace. Était-il réellement le financier et le stratège de la révolution de Palais? Ou son rôle a-t-il été embelli par la suite? Le comte Grigori Orlov, des années plus tard, aurait confié à un ambassadeur que le coup d'État n'aurait jamais réussi sans l'aide d'un certain homme dont il refusait de prononcer le nom. Un homme qui avait tout planifié et tout financé. L'implication de Saint-Germain dans l'un des événements politiques majeurs du XVIIIe siècle reste l'une des plus grandes énigmes de sa biographie. Un homme seul aurait-il pu changer le cours de l'histoire russe? Cette disparition soudaine est la signature de Saint-Germain. Il n'agit jamais pour le pouvoir personnel au sens traditionnel. Il semble mettre en place les pièces sur l'échiquier, assurer la victoire, puis se retirer pour observer le déroulement de la partie depuis les coulisses. Son but reste insondable. A-t-il agi par conviction politique, croyant que Catherine serait un meilleur souverain? Était-ce une vengeance personnelle contre les monarchies qu'il avait traquées, ou suivait-il un plan beaucoup plus vaste dont les événements de Russie n'étaient qu'une simple étape? Cette capacité à apparaître au cœur des crises, à jouer un rôle décisif, puis à disparaître sans laisser de traces, est peut-être la clé de son immortalité. Il ne s'attache à rien, ni à personne, ni à aucun lieu. Il est un catalyseur d'événements, un fantôme de l'histoire. Le chaos de la Russie lui a offert une couverture parfaite. Personne en Europe de l'Ouest ne cherchera un fugitif français au cœur d'un coup d'État russe. Il a, une fois de plus, une longueur d'avance sur tous ses ennemis. Après l'épisode russe, le comte refait surface quelques années plus tard, loin des intrigues politiques et des coups d'État militaires. Il choisit une ville qui est elle-même un théâtre permanent, un lieu de masques, de secrets et de plaisirs. Une cité où la réalité et l'illusion se confondent, où chaque ruelle sombre peut cacher un espion ou un assassin.
Il choisit Venise. Il y apparaît sous une nouvelle identité, celle du comte de Bellamy, un riche noble français chercheur en sciences occultes. Il y installe un laboratoire somptueux et reprend ses expériences d'alchimie, mais avec une discrétion nouvelle. Il semble vouloir se reposer, se tenir à l'écart des grands jeux de pouvoir. Mais c'est à Venise, la cité des duels et des faux-semblants, que son chemin va croiser celui de l'autre grand aventurier de son temps. Un homme qui est son parfait opposé, son miroir inversé. Un homme dont le nom est synonyme de séduction, d'évasion et de scandale. Giacomo Casanova. C'est dans la cité des Doges que le destin organise la rencontre entre les deux plus grandes énigmes du siècle. Giacomo Casanova, l'homme de chair et de désir, le séducteur, l'espion, le joueur, se retrouve face à l'homme sans âge, l'ascète, le mystique, le comte de Saint-Germain. Leur confrontation n'est pas un duel à l'épée, mais une joute verbale, un affrontement psychologique rapporté par Casanova lui-même dans ses célèbres mémoires. Il décrit Saint-Germain avec un mélange de fascination et de méfiance. Il est ébloui par sa culture universelle, par sa désinvolture à parler des siècles passés comme s'il les avait vécus. Mais il est surtout déconcerté. Lui, le maître de la tromperie, sent qu'il est face à quelqu'un qui le surpasse infiniment. Il essaie de le percer à jour, de trouver la faille dans son armure, mais en vain. Saint-Germain répond à toutes ces questions par des pirouettes éblouissantes, ne révélant jamais rien de personnel. Casanova conclut, avec une pointe de crainte, que cet homme est soit un fou, soit bien plus qu'un homme. À Venise, tout le monde porte un masque. Mais Saint-Germain était le seul dont le vrai visage était encore plus insondable que sa fausse identité. Leur duel intellectuel se déroule sur fond de carnaval permanent. Venise est alors le centre du renseignement européen. Chaque palais, chaque casino, chaque couvent abrite des espions. Et la plus redoutable de toutes les polices secrètes y est omniprésente, celle de la Sainte Inquisition. Les trois, les inquisiteurs d'État, veillent d'un œil soupçonneux sur toute activité qui pourrait menacer l'ordre politique ou religieux. Les expériences alchimiques de Saint-Germain, ses réunions avec des personnages liés à des sociétés secrètes, attirent inévitablement leur attention. Un aristocrate étranger qui prétend fabriquer de l'or et posséder un élixir de longue vie est une cible de choix. La surveillance commence. Des ombres le suivent dans les calys, ses conversations sont épiées, ses serviteurs sont interrogés. Le comte de Bellamy sent le filet se refermer lentement autour de lui. La ville des plaisirs montre son visage le plus sinistre, celui de la paranoïa et de la délation. Casanova, qui a lui-même connu les geôles de l'Inquisition et réussi une évasion spectaculaire des plombs, la prison la plus redoutée de Venise, met peut-être Saint-Germain en garde. Ou peut-être le comte, avec son instinct de survie infaillible, sent-il le danger de lui-même. Il sait qu'une fois entre les mains des inquisiteurs, son charme et son esprit ne lui seront d'aucun secours. Il doit fuir, une fois de plus. Mais quitter Venise quand on est sous la surveillance de l'Inquisition est presque impossible. Chaque sortie de la ville, par la terre ou par la mer, est contrôlée. Saint-Germain prépare son évasion avec une audace et une ingéniosité qui forcent l'admiration. Il utilise la confusion du carnaval pour brouiller les pistes. Un soir de fête, alors que toute la ville était masquée et ivre, il met en scène sa propre disparition. Certains disent qu'il a quitté la ville déguisé en moine, d'autres à bord d'une gondole qui s'est perdue dans le brouillard de la lagune. Le lendemain matin, son palais est vide. Les inquisiteurs sont furieux, mais il est trop tard. Il leur a glissé entre les doigts. Cette fuite de Venise marque une nouvelle étape dans sa légende. Il a non seulement tenu tête à Casanova, mais il a aussi ridiculisé l'une des polices secrètes les plus efficaces d'Europe. Il semble invincible, insaisissable. Chaque fois que ses ennemis pensent l'avoir coincé, il s'échappe en créant un nouveau mystère. Il laisse derrière lui une Venise perplexe et un Casanova qui, jusqu'à la fin de sa vie, parlera de lui avec une sorte de respect craintif. L'aventurier a reconnu le maître. Mais où aller maintenant ? La France lui est fermée. L'Italie est devenue trop dangereuse. L'Angleterre et la Hollande sont pleines de mauvais souvenirs. Il a besoin d'un sanctuaire, d'un lieu où il pourra poursuivre ses recherches et peut-être influencer le cours des choses plus discrètement. Il a besoin d'un protecteur puissant,
un homme qui partage ses intérêts pour l'ésotérisme et qui serait assez influent pour le mettre à l'abri de ses nombreux poursuivants. Il tourne son regard vers le cœur de l'Europe, vers les principautés allemandes fragmentées, un terrain fertile pour les sociétés secrètes et les princes éclairés. C'est là qu'il trouvera son prochain allié. L'affrontement entre les deux titans de l'aventure, Casanova et Saint-Germain, a eu lieu. Qui était le véritable maître du jeu dans cette Venise pleine de dangers? Le séducteur mortel, Casanova, dont les exploits sont connus de tous, ou l'énigmatique Saint-Germain dont le pouvoir restait caché? Choisissez votre champion dans les commentaires. Fuyant les griffes de l'Inquisition vénitienne, le comte de Saint-Germain cherche un havre de paix. Il le trouve au cœur du Saint-Empire romain germanique, un patchwork de royaumes, de duchés et de principautés. C'est là, loin des grandes capitales et de leurs intrigues centralisées, qu'il rencontre l'homme qui deviendra son plus fidèle ami et protecteur, le prince Charles de Escacelles. Le prince est un personnage fascinant. Membre de l'une des plus anciennes familles régnantes d'Europe, il est aussi un mystique passionné, un alchimiste et un membre éminent de plusieurs sociétés secrètes. Il est immédiatement séduit par l'érudition et le charisme de Saint-Germain. Il lui offre l'asile dans ses terres au château de Gottorf, dans le Schleswig. Pour la première fois de sa vie errante, le comte semble trouver un foyer. Le prince met à sa disposition des laboratoires magnifiquement équipés, une immense bibliothèque et des fonds quasi illimités. Ensemble, les deux hommes se lancent dans ce que les alchimistes appellent le grand œuvre. Leur collaboration est intense. Ils passent des jours et des nuits dans les laboratoires, tentant de percer les secrets de la matière. Officiellement, ils cherchent à créer de nouvelles teintures pour les tissus et à perfectionner la fabrication des pierres précieuses artificielles. Mais en secret, leurs ambitions sont bien plus grandes. Ils travaillent sur la transmutation des métaux, cherchant non seulement l'or, mais aussi des alliages aux propriétés inconnues. Ils tentent de développer l'élixir de longue vie, cette potion mythique censée guérir toutes les maladies et prolonger l'existence. Le prince Charles, dans ses mémoires, décrira Saint-Germain comme le plus grand savant qu'il ait jamais connu. Il affirme que le comte lui a montré comment transformer le plomb en un métal qui ressemblait à de l'or, mais que le coût du processus était si élevé qu'il n'avait aucun intérêt commercial. Était-ce une simple supercherie pour entretenir la fascination de son protecteur? Ou touchait-il réellement à des connaissances scientifiques bien en avance sur leur temps? La vérité est enfermée dans les cornues de leur laboratoire perdu. Parallèlement à leurs travaux alchimiques, Saint-Germain plonge profondément dans le monde labyrinthique des sociétés secrètes allemandes. Le XVIIIe siècle est l'âge d'or de la franc-maçonnerie, des Rose-Croix, des Illuminati et de dizaines d'autres ordres initiatiques qui promettent à leurs membres la connaissance, le pouvoir et l'illumination spirituelle. Grâce à la protection du prince de Hesse-Cassel, qui est lui-même un haut dignitaire de plusieurs de ses ordres, Saint-Germain y est admis et gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Sa culture, son mystère et sa réputation le précèdent. Il devient rapidement une figure centrale, un maître respecté dont on recherche les conseils. Il participe à des conventicules secrets, à des rituels nocturnes, à des débats philosophiques passionnés. Mais quel est son véritable objectif ? Cherche-t-il sincèrement l'élévation spirituelle de l'humanité, comme il le prétend, ou utilise-t-il ses réseaux d'influence pour tisser une toile de pouvoir invisible à travers l'Europe? Au sein même de ces sociétés secrètes, la lutte pour le pouvoir est impitoyable. Différentes obédiences, différents rites s'affrontent dans une guerre de l'ombre pour le contrôle des esprits de l'élite européenne. Des complots se nouent, des trahisons s'organisent. Saint-Germain se retrouve au cœur de ces batailles intestines. Certains le voient comme un prophète, un véritable maître inconnu venu guider le monde vers une nouvelle ère de lumière. D'autres, plus méfiants, le considèrent comme un agent d'influence dangereux, peut-être au service d'une puissance occulte. On l'accuse de vouloir unifier tous les ordres secrets sous sa propre autorité, de vouloir créer une sorte de gouvernement mondial invisible. Il navigue dans ces querelles avec son habileté coutumière, ne prenant jamais parti ouvertement mais renforçant son influence personnelle. Il est un miroir dans lequel chaque faction projette ses propres espoirs et ses propres peurs. Une société secrète n'est jamais plus dangereuse
que lorsqu'elle croit avoir trouvé son sauveur. Cette période allemande est la plus longue et la plus stable de la vie connue de Saint-Germain. Pendant près d'une décennie, il vit à l'abri, protégé par l'amitié indéfectible du prince Charles. Il vieillit à peine, ce qui continue d'alimenter les rumeurs sur son immortalité. Il semble avoir enfin trouvé la paix, loin des poursuites et des complots politiques. Mais l'homme est une énigme. Cette tranquillité apparente cache-t-elle une activité plus secrète? Les sociétés ésotériques dans lesquelles il évolue ne sont pas de simples clubs de pensée. Elles sont des laboratoires d'idées politiques nouvelles et radicales. Les concepts de liberté, d'égalité, de république, qui vont bientôt mettre le feu à l'Europe, y sont débattus fiévreusement. Saint-Germain, avec son intelligence supérieure, ne peut ignorer le potentiel explosif de ces idées. A-t-il participé à leur diffusion? A-t-il, depuis son laboratoire du Schleswig, contribué à poser les fondations idéologiques de la plus grande secousse politique de l'histoire moderne? La Révolution française? La question reste ouverte. Certains historiens de l'occultisme affirment que Saint-Germain, en tant que haut initié, était l'un des supérieurs inconnus qui pilotaient secrètement les événements mondiaux. Selon eux, son but était de renverser les monarchies absolues et l'Église pour établir un nouvel ordre mondial basé sur la raison et la fraternité. D'autres y voient une pure fantaisie. Mais un fait est troublant. Alors que l'Europe s'achemine lentement vers le chaos, le comte de Saint-Germain, officiellement retiré du monde, est au centre névralgique des réseaux qui propagent les idées révolutionnaires. Il est l'ami des princes éclairés, le maître des francs-maçons, le confident des mystiques. Il est à la fois au cœur du système et en contact avec ceux qui rêvent de le détruire. Son but ultime reste un mystère. Cherchait-il à éclairer l'humanité ou à la contrôler? Cette ambiguïté fondamentale le suivra jusqu'à sa mort et même au-delà, car alors que le siècle s'achève dans le bruit et la fureur, l'ombre du comte plane déjà sur la plus grande de toutes les révolutions. Le 27 février de l'an 1784, au château de Gottorf, le comte de Saint-Germain meurt officiellement. Le prince Charles de Hesse-Cassel est à son chevet. Le décès est consigné dans les registres de l'église d'Eckernförde. Pour le monde, l'un des hommes les plus mystérieux du XVIIIe siècle a enfin rendu son dernier souffle. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais avec Saint-Germain, la mort n'est qu'un début. À peine la nouvelle de son décès est-elle connue que les témoignages commencent à affluer. Des dizaines de personnes, des aristocrates, des intellectuels, des membres de sociétés secrètes, jurent l'avoir vu, bien vivant, après cette date. Il serait apparu à un grand convent maçonnique à Paris en 1785 où il aurait averti les participants des dangers d'une révolution violente. La mort n'était pour Saint-Germain qu'une formalité administrative, le véritable début de sa carrière immortelle. La légende prend alors une nouvelle dimension, celle du spectre prophétique. L'épicentre de ces apparitions posthumes est Paris, à la veille de la Révolution. La ville est une poudrière. La monarchie est à l'agonie, le peuple gronde. Dans cette atmosphère de fin du monde, la figure de Saint-Germain ressurgit avec une force inouïe. Le témoignage le plus célèbre est celui de la comtesse d'Adhémar, une dame d'honneur de la reine Marie-Antoinette. Dans ses mémoires, publiées bien plus tard, elle raconte une série de rencontres secrètes avec le comte. Il lui serait apparu une première fois en 1788, lui prédisant la prise de la Bastille, la chute de la monarchie et la mort du roi et de la reine sur l'échafaud. Il l'aurait supplié de transmettre ses avertissements à la reine, de la convaincre de fuir tant qu'il était encore temps. Marie-Antoinette, selon la comtesse, aurait écouté le récit avec un mélange de terreur et d'incrédulité, mais n'aurait pris aucune mesure. Que feriez-vous si un fantôme venait vous annoncer la fin de votre monde? L'écouteriez-vous? La légende va plus loin. Saint-Germain n'aurait pas été un simple prophète passif. Il aurait tenté d'intervenir directement dans le cours des événements. Il se serait présenté comme un marionnettiste de l'ombre, essayant désespérément de retenir les fils qu'il avait peut-être lui-même contribué à tendre. Ou était-il, au contraire, un pyromane revenu contempler son œuvre? Sa silhouette fantomatique est signalée dans les moments clés de la Révolution. On prétend l'avoir vu dans la foule lors de la prise de la Bastille. D'autres affirment
qu'il assistait, dissimulé, aux séances du club des Jacobins, écoutant les discours enflammés de Robespierre et de Danton. Il aurait même eu une dernière entrevue tragique avec la comtesse d'Adhémar après l'exécution du roi, lui confiant son échec à sauver la France du chaos et de la terreur. Il devient le fantôme de la Révolution, un témoin éternel et impuissant de la folie des hommes. Ces récits sont-ils crédibles ? La plupart des historiens les considèrent comme des inventions romantiques, écrites après les faits. Les mémoires de la comtesse d'Adhémar sont particulièrement suspects et probablement apocryphes, mais peu importe la vérité historique, le mythe est plus puissant que les faits. L'idée qu'un homme ait pu prévoir et tenter d'empêcher la plus grande fracture de l'histoire européenne est trop séduisante pour être ignorée. Elle transforme Saint-Germain. Il n'est plus l'aventurier, l'espion ou l'alchimiste. Il est un prophète tragique, une sorte d'archange déchu qui a vu l'avenir et n'a pas pu le changer. Cette image va profondément marquer l'imaginaire collectif et assurer sa survie dans les siècles à venir. Il incarne le rêve d'une histoire qui aurait pu être différente, d'une catastrophe qui aurait pu être évitée si seulement on avait écouté la voix de la sagesse. L'histoire de son avertissement à Marie-Antoinette devient un véritable topo de la littérature occultiste. Elle est répétée, embellie, transformée en une parabole sur l'aveuglement du pouvoir face à son propre destin. Saint-Germain devient le symbole de la connaissance secrète, celle qui voit au-delà des apparences et des certitudes du moment. Le fait qu'il ait échoué ne fait que rendre son histoire plus poignante et plus humaine. Son spectre hante les ruines de l'Ancien Régime. Il est celui qui savait et qui n'a pas été cru. Cette transformation de son personnage est cruciale. Elle le prépare à sa prochaine incarnation. Il ne sera plus un acteur, même secret, des événements historiques. Il va transcender l'histoire pour devenir une figure purement spirituelle, un maître de sagesse pour les temps nouveaux qui s'annoncent. La Révolution française, en détruisant un monde, a involontairement donné naissance à l'immortalité véritable du comte de Saint-Germain, celle du mythe. Le XIXe siècle, avec son romantisme, sa soif de mystère et sa réaction contre le rationalisme des Lumières offrent un terreau extraordinairement fertile pour la légende de Saint-Germain. Le personnage historique, déjà flou et contradictoire, s'efface complètement derrière le mythe. Il n'est plus question de savoir s'il a réellement existé ou non. Son existence devient une affaire de foi. C'est à cette époque que s'opère sa plus grande métamorphose. L'aristocrate du XVIIIe siècle, l'homme des cours et des complots, va devenir un être quasi divin, un guide spirituel pour l'humanité. Cette transformation est l'œuvre d'une femme au destin tout aussi extraordinaire que celui du comte, Helena Petrovna Blavatsky. Fondatrice de la Société théosophique en 1875, cette occultiste russe va littéralement ressusciter Saint-Germain et lui donner un statut qu'il n'a jamais eu de son vivant. Le mythe est sur le point de devenir une religion. Qu'est-ce qui est le plus puissant ? La vérité historique, fragile et souvent oubliée, ou la légende, immortelle et capable d'inspirer des millions de gens ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, le débat est ouvert depuis des siècles. Helena Blavatsky, dans ses écrits monumentaux comme Isis dévoilée et La doctrine secrète, présente une nouvelle cosmogonie, une histoire spirituelle cachée de l'humanité. Au sommet de cette histoire se trouve une confrérie de maîtres de sagesse, des êtres très évolués, parfois d'origine extraterrestre, qui guident secrètement le développement de la race humaine depuis leur retraite himalayenne de Shambhala. Et parmi les plus importants de ces Mahatmas, elle place le comte de Saint-Germain. Selon elle, il n'est pas mort. Il a simplement simulé sa disparition pour pouvoir continuer son travail à l'abri des regards. Il est un maître du 7e rayon, l'avatar de l'ère du Verseau qui s'annonce, chargé de préparer l'humanité à une nouvelle étape de son évolution spirituelle. D'un seul coup, toutes les énigmes de sa vie trouvent une explication. Sa longévité, sa richesse, ses connaissances universelles ne sont plus des anomalies, mais les attributs naturels d'un être surhumain. Le comte devient l'un des piliers d'un nouveau système de croyances qui va connaître un succès mondial. L'idée est un coup de génie. Elle répond à un besoin profond de l'époque, trouver un sens spirituel dans un monde de plus en plus matérialiste et désenchanté.
La figure de Saint-Germain, européenne aristocratique, mais dotée de pouvoirs quasi divins, est le syncrétisme parfait entre la tradition occidentale et la sagesse orientale que Blavatsky prétend révéler. Des milliers de disciples, en Europe, en Amérique, en Inde, adhèrent à la société théosophique. Ils croient fermement à l'existence des maîtres et à la mission de Saint-Germain. Des sociétés portant son nom sont créées, des cercles d'études se forment pour analyser ses prétendus enseignements. On lui attribue des dizaines d'ouvrages, la très sainte Trinosophie, devenant sa Bible. Une véritable explosion informationnelle se produit. L'image du conte devient un phénomène viral, se propageant à une vitesse fulgurante dans les milieux ésotériques du monde entier. La légende a échappé à tout contrôle, elle vit désormais sa propre vie. Cette divinisation de Saint-Germain le détache définitivement de toute réalité historique. Il devient un réceptacle pour toutes les aspirations spirituelles. Chaque disciple peut projeter sur lui ses propres désirs de connaissance, de pouvoir ou d'immortalité. Des médiums prétendent entrer en contact avec lui, recevoir ses messages depuis le plan astral. Des écrivains publient des livres qu'ils affirment avoir écrits sous sa dictée. Cette prolifération crée inévitablement des conflits. Différentes branches du mouvement théosophique se disputent l'héritage du maître. Chacun prétend être son seul véritable interprète, son canal exclusif. Des schismes et des querelles éclatent. La figure unificatrice de Saint-Germain devient paradoxalement une source de division. La lutte pour son copyright spirituel est acharnée, car contrôler l'image du maître, c'est contrôler les fidèles. Pourtant, malgré ces conflits internes, la popularité du conte ne cesse de croître. Son mythe quitte les cénacles théosophiques pour infuser la culture populaire. Il devient un personnage de roman, de pièce de théâtre. On le présente comme un Rose-Croix immortel, un survivant de l'Atlantide, le Juif errant. Chaque auteur y va de sa propre théorie. Il incarne l'archétype de l'étranger mystérieux, du détenteur d'un savoir interdit. Il est la preuve vivante qu'il existe autre chose que la réalité plate et ennuyeuse du quotidien. Son histoire est une porte ouverte sur le merveilleux, une promesse que les lois de la nature peuvent être transgressées. Pourriez-vous résister à la tentation de croire en une telle promesse, même sans la moindre preuve? C'est ce pouvoir d'attraction, cette capacité à cristalliser les rêves les plus fous qui constitue le véritable élixir d'immortalité du conte de Saint-Germain. Cette nouvelle vie du mythe, en tant que phénomène quasi religieux, est peut-être la plus fascinante de toutes. Elle montre comment un personnage historique, si énigmatique soit-il, peut être entièrement réinventé pour répondre aux besoins d'une autre époque. Saint-Germain, l'homme du XVIIIe siècle, aurait sans doute été stupéfait de se voir transformé en Chohan du 7e rayon. Mais sa légende, par sa nature même, invitait à une telle appropriation. Elle était une page blanche sur laquelle chacun pouvait écrire sa propre histoire. La théosophie n'a pas inventé le mystère, elle l'a simplement systématisé et organisé. Elle a donné un nom et une fonction cosmique à l'inconnu. Ce faisant, elle a assuré la pérennité du conte pour le siècle à venir. Et cette légende, désormais dotée d'une structure et d'une doctrine, va traverser l'Atlantique pour trouver une terre d'élection inattendue. Une jeune nation en pleine construction de sa propre mythologie, les États-Unis d'Amérique. La légende du conte de Saint-Germain, transportée sur les rives du Nouveau Monde par les courants théosophiques, y trouve un écho particulier. Aux États-Unis d'Amérique, une nation fondée sur une rupture radicale avec le passé et animée par un sens quasi messianique de sa destinée, le mythe de l'Européen immortel va subir une nouvelle et surprenante transformation. Il va s'intégrer à la mythologie nationale elle-même. Une histoire commence à circuler, d'abord dans les cercles ésotériques, puis plus largement. Une histoire qui prétend que le comte de Saint-Germain n'a pas seulement observé la Révolution française, mais qu'il a activement participé à la naissance des États-Unis. Il serait devenu le parrain secret, le père fondateur invisible de la plus grande république du monde moderne. Il n'existe absolument aucun document historique, aucune lettre, aucun journal de l'époque pour étayer cette affirmation. Et pourtant, le mythe est d'une ténacité remarquable. Le cœur de cette légende américaine est une scène d'une puissance dramatique exceptionnelle. Nous sommes à Philadelphie en 1776. Les délégués du Congrès continental hésitent.
Signer la déclaration d'indépendance est un acte de haute trahison envers la couronne britannique, passible de la mort par pendaison. La peur paralyse les plus courageux. La salle est lourde de silence et d'indécision. Le sort de la future nation ne tient qu'à un fil. C'est alors que, selon la légende, un homme se lève au fond de la salle. Personne ne le connaît. C'est un étranger, grand, la voix puissante. On le nommera plus tard le professeur mystérieux. Il prononce un discours enflammé, galvanisant, qui balaie les peurs et les doutes. Il parle de la naissance d'une nouvelle ère pour l'humanité, de la responsabilité qui incombe aux hommes présents d'allumer le flambeau de la liberté pour le monde entier. Son éloquence est telle que, sous le coup de l'émotion, les délégués se précipitent pour signer le document. Quand ils se retournent pour remercier l'orateur, celui-ci a disparu. Il s'est évanoui sans laisser de traces. Cet homme, bien sûr, aurait été le comte de Saint-Germain. Cette histoire est un exemple parfait de la construction d'un mythe national. Elle comble un vide, elle donne une dimension providentielle, presque sacrée, à un événement politique. Elle suggère que la naissance des États-Unis n'a pas été le fruit du hasard ou de simples calculs politiques, mais qu'elle a été voulue et guidée par une force supérieure incarnée par cet émissaire du destin. Le professeur mystérieux est une figure christique, un ange venu insuffler le courage aux apôtres de la liberté. L'associer à Saint-Germain, c'est connecter la jeune nation américaine à la tradition ésotérique européenne, lui donner des racines mystiques, une légitimité secrète. C'est affirmer que les États-Unis ne sont pas seulement une expérience politique, mais l'aboutissement d'un plan spirituel millénaire. On va même plus loin, affirmant que Saint-Germain aurait participé à la conception du Grand Sceau des États-Unis avec son œil de la Providence et sa pyramide inachevée, symboles éminemment maçonniques. L'enquête sur l'origine de cette légende est un véritable travail de détective. Elle semble prendre sa source au XIXe siècle dans les écrits d'occultistes qui cherchent à prouver l'implication des maîtres de sagesse dans l'histoire américaine. L'histoire est ensuite popularisée au XXe siècle par des auteurs comme Manly Palmer Hall, un érudit des traditions ésotériques qui la présente comme une vérité cachée, connue seulement de quelques initiés. Elle est reprise, amplifiée et finit par devenir une sorte de vérité alternative pour des millions d'Américains intéressés par le mysticisme et les théories du complot. Le fait qu'il n'y ait aucune preuve n'a aucune importance. L'absence de preuve est de même interprétée comme la preuve de l'efficacité avec laquelle le conte a su dissimuler ses traces. Le mythe s'auto-alimente. Cette appropriation américaine du conte de Saint-Germain est fascinante. Elle montre la plasticité incroyable de sa légende. En France, il est le prophète qui a tenté de sauver la monarchie. En Amérique, il est le révolutionnaire qui a contribué à la fonder. Il est à la fois le gardien de l'ancien monde et le parrain du nouveau. Il peut incarner des idéologies totalement opposées, car il est, par essence, une figure vide, un symbole que chaque culture peut remplir avec ses propres valeurs et ses propres angoisses. Aux États-Unis, une nation qui s'est toujours méfiée des gouvernements et a toujours cru en la puissance de l'individu, Saint-Germain devient l'archétype de l'agent du changement solitaire, de l'homme providentiel qui, par la seule force de sa volonté, peut infléchir le cours de l'histoire. Il est l'incarnation du rêve américain, poussé à son extrême métaphysique. Il n'est pas seulement un self-made man, il est un self-made God. La légende du père fondateur secret est une impasse pour l'historien, mais une mine d'or pour le sociologue ou l'anthropologue. Elle révèle les couches profondes de l'imaginaire d'une nation, son besoin de croire en une destinée manifeste, en une protection invisible. Elle montre aussi comment un mythe européen ancien peut être recyclé, adapté et réexporté avec un succès phénoménal. Le comte de Saint-Germain, après avoir conquis les cours d'Europe et les cénacles théosophiques, a réussi son OPA la plus audacieuse, s'inscrire en filigrane dans l'acte de naissance de la plus grande puissance du XXe siècle. Mais ce siècle, avec ses propres fureurs, ses idéologies totalitaires et ses nouvelles formes de fanatisme, allait réserver au mythe du conte des destins bien plus étrange et bien plus sombre. Le fantôme du XVIIIe siècle n'était pas au bout de ses métamorphoses. Le XXe siècle, avec ses guerres mondiales, ses idéologies totalitaires et l'émergence de la culture de masse, va soumettre le mythe de Saint-Germain à des torsions extrêmes.
Sa légende, devenue un outil spirituel puissant, va être récupérée et instrumentalisée par des mouvements aux antipodes les uns des autres, révélant sa dangereuse ambivalence. D'un côté, il devient la figure centrale de cultes californiens, flamboyants et théâtraux. De l'autre, son nom est murmuré avec respect dans les cercles occultes et sinistres qui ont servi de terreau à l'idéologie nazie. Le maître de sagesse est enrôlé de force dans les batailles idéologiques les plus féroces du siècle, devenant tour à tour un gourou pour millionnaires et un symbole de la sagesse aryenne. Le fantôme de l'histoire est devenu un produit de consommation et une arme. Le premier phénomène, et le plus spectaculaire, se produit aux États-Unis d'Amérique dans les années 30. Un certain Guy Ballard, ancien ingénieur des mines, prétend avoir rencontré le comte de Saint-Germain en personne sur le mont Shasta, en Californie. Le maître l'aurait désigné comme son messager accrédité pour le monde occidental. Ballard et sa femme Edna fondent alors le mouvement « I am », « Je suis ». Le succès est foudroyant. Dans une Amérique en pleine Grande Dépression, en proie au doute et à la misère, le message de Saint-Germain, tel que transmis par les Ballard, est une promesse de pouvoir personnel, de richesse et de guérison. Des millions de disciples se pressent à leurs conférences, qui sont de véritables spectacles son et lumière. Le comte y est présenté comme un être tout-puissant qui peut résoudre tous les problèmes, à condition que les fidèles achètent les livres, les portraits et les disques des Ballard et leur fassent des dons d'amour. Le mouvement amasse une fortune colossale. L'ancien alchimiste est devenu une marque déposée, le PDG d'une multinationale de la spiritualité. La folie du mouvement I Am atteint des sommets. Les Ballard prétendent converser quotidiennement avec Saint-Germain qui leur donne des instructions sur tout, y compris sur la politique américaine. Ils affirment avoir empêché, grâce à leurs prières et au décret du maître, une invasion des États-Unis. Le culte prend une tournure de plus en plus paranoïaque et autoritaire. Finalement, le gouvernement s'en mêle. Après la mort de Guy Ballard, sa femme et son fils sont traduits en justice pour fraude postale. Ils sont accusés d'avoir escroqué des millions de dollars à leurs fidèles en leur faisant des promesses qu'ils savaient fausses. Le procès, qui ira jusqu'à la Cour suprême, est retentissant. Il marque le début du déclin du mouvement, même si des branches survivent encore aujourd'hui. L'épisode montre comment le mythe de Saint-Germain, symbole de connaissance et de liberté, a pu être perverti pour devenir l'outil d'une escroquerie de masse et d'un contrôle mental sur des milliers de personnes vulnérables. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, la légende du conte prend une coloration bien plus sombre. Dans le bouillon de culture de l'occultisme völkisch qui précède la montée du nazisme, Saint-Germain est également une figure d'intérêt. Des sociétés secrètes comme la société Thulé, qui a compté parmi ses membres plusieurs futurs dignitaires nazis, sont fascinées par lui, mais leur interprétation est radicalement différente. Ils ne voient pas en lui un maître universel de sagesse, mais le détenteur d'une connaissance aryenne primordiale. Ils le rattachent au mythe de l'Hyperborée et de l'Atlantide, ces continents perdus d'où serait issue une race supérieure. Saint-Germain devient un initié aryen, un gardien de la pureté du sang dont les pouvoirs découlent de son origine raciale. Ses connaissances alchimiques sont réinterprétées comme une science secrète germanique. On le soupçonne même d'avoir été l'un des supérieurs inconnus guidant la destinée de la race allemande. Cette récupération est perverse et insidieuse. Elle vide le mythe de toute dimension universelle pour en faire un instrument de l'idéologie la plus meurtrière du siècle. L'intérêt des nazis pour l'occulte est bien connu. Des figures comme Heinrich Himmler étaient obsédées par la recherche d'artefacts mystiques et de preuves de la supériorité aryenne. Dans ce contexte, Saint-Germain, l'homme sans origine précise, pouvait facilement être aryanisé. Sa longévité devenait la preuve de la force vitale de sa race, ses talents la manifestation de son génie racial. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que le comte ait été officiellement intégré à la doctrine nazie, son spectre plane sur l'arrière-plan mystique et délirant du Troisième Reich. Le contraste entre le culte californien, presque burlesque dans ses excès, et cette récupération nazie, glaciale et sinistre, est saisissant. Il montre qu'un mythe puissant et neutre, il peut servir de support aux rêves les plus lumineux comme aux cauchemars les plus effroyables. Le XXe siècle
a donc été le théâtre de la plus grande bataille pour l'âme du comte de Saint-Germain? A-t-il été le bienveillant maître ascensionné des théosophes, le gourou capitaliste des Ballards ou le prophète arien des occultistes nazis? Il a été tout cela à la fois, car son mythe est devenu un bien public, une ressource symbolique que chacun pouvait piller et remodeler à sa guise. Ces appropriations contradictoires ont fini par brouiller encore plus son image, la rendant presque illisible. Le conte historique a été enterré sous des couches de projection idéologique. Mais, alors que le siècle s'achève et qu'une nouvelle technologie, Internet, s'apprête à bouleverser le monde, le fantôme du conte n'a pas dit son dernier mot. Il s'apprête à connaître une nouvelle renaissance, une nouvelle mutation dans le monde sans frontières et sans mémoire de l'ère numérique. La chasse au Saint-Germain historique est terminée depuis longtemps. C'est désormais la guerre pour le contrôle de son fantôme numérique qui commence. Nous sommes au XXIe siècle. L'ère de l'information instantanée, des réseaux mondiaux, de la réalité virtuelle, un monde où les mythes ne naissent plus dans les livres rares ou les sociétés secrètes, mais se propagent à la vitesse de la lumière sur les autoroutes numériques. Dans cet écosystème chaotique, la légende du comte de Saint-Germain connaît une nouvelle jeunesse, une nouvelle et spectaculaire floraison. Libéré de tout ancrage historique, son personnage est devenu un pur concept, un mème capable de muter et de s'adapter à une vitesse prodigieuse. Il n'est plus seulement un aristocrate du XVIIIe siècle ou un maître de sagesse. Il est un voyageur temporel, un extraterrestre, un agent des Illuminati, un génie de la finance qui manipule les marchés mondiaux depuis les coulisses, un vampire. Chaque communauté en ligne, chaque forum de discussion, chaque théorie du complot peut s'approprier son nom et réinventer son histoire. Le fantôme est devenu viral. La dynamique de sa légende a changé. Auparavant, il fallait des décennies, voire des siècles, pour qu'une nouvelle facette de son mythe s'impose. Aujourd'hui, une simple vidéo sur YouTube, un post sur un blog, un fil de discussion sur Reddit peuvent donner naissance à une nouvelle version de Saint-Germain qui touchera des millions de personnes en quelques jours. Il est le héros de jeux vidéo où il apparaît comme un puissant magicien ou un immortel mystérieux. Il est un personnage récurrent dans les romans de fantasy et les séries de télévisées. Il est aussi le gourou spirituel de dizaines de nouvelles sectes en ligne qui vendent des séances de channeling avec lui via Zoom ou des médaillons de protection bénis par son énergie. Son image est un produit dérivé déclinable à l'infini. Le comte de Saint-Germain est devenu une franchise, une marque de l'étrange et du merveilleux, immédiatement reconnaissable. La seule chose qui compte, c'est de garder le secret de son immortalité, car sans lui, il n'est qu'un homme. Cette prolifération numérique a un effet paradoxal. D'une part, elle rend le conte plus présent, plus visible qu'il ne l'a jamais été. Son nom est probablement plus connu aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle. Mais d'autre part, cette surabondance d'informations, souvent contradictoires et délirantes, noie complètement la figure historique. La quête du vrai Saint-Germain, celle des historiens qui épluchent les archives, est devenue une entreprise presque absurde, réservée à quelques spécialistes. Pourquoi s'intéresser à un obscur diplomate secret de Louis XV quand on peut croire à un seigneur du temps qui a conseillé les pharaons et qui prépare l'humanité au contact avec une civilisation galactique? Le mythe a dévoré l'histoire. Il a triomphé de la réalité de manière absolue. Il n'y a plus de faits, seulement des versions. Cette victoire posthume est peut-être la plus grande réussite du conte. Il a atteint une forme d'immortalité bien plus réelle et durable que n'importe quel élixir de longue vie. Il n'est pas immortel parce qu'il ne vieillit pas. Il est immortel parce que son histoire ne cesse d'être racontée, réécrite, réinventée. Il est devenu un archétype, une structure narrative vide que l'humanité remplit avec ses angoisses et ses espoirs les plus profonds à chaque époque. Au XVIIIe siècle, il incarnait le rêve des Lumières, la connaissance universelle. Au XIXe, le besoin de spiritualité face au matérialisme. Au XXe, il a été le miroir des grandes batailles idéologiques. Et aujourd'hui, à l'ère numérique, il incarne peut-être notre rapport confus à la vérité, notre fascination pour les mondes virtuels et les identités multiples. Il est le fantôme parfait pour une époque de fantômes.
L'enquête est donc terminée, non pas parce que nous avons trouvé la réponse, mais parce que nous avons compris qu'il n'y en a pas. Chercher à savoir qui était vraiment le comte de Saint-Germain est une question mal posée. La seule question pertinente est de se demander ce que son histoire nous dit sur nous-mêmes. Il est le miroir de notre désir inextinguible de croire que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons, que la mort n'est pas une fin, que certains individus peuvent transcender la condition humaine. Il est la preuve que nous aurons toujours besoin de mystères, de magie, de récits plus grands que la vie. Le spectre du conte nous hantera éternellement, non pas parce qu'il existe, mais parce que nous l'avons créé et que nous ne pouvons nous empêcher de le recréer, encore et encore. Son immortalité, c'est nous. Le rideau tombe. Le voyage à travers les siècles sur les traces de l'homme sans passé est achevé. De Versailles à Saint-Pétersbourg, de Venise aux couloirs du Congrès américain, des sectes californiennes aux profondeurs du cyberespace, sa silhouette insaisissable a traversé l'histoire, laissant derrière elle un sillage de questions et une légende inextinguible. Le comte de Saint-Germain a laissé derrière lui une énigme insoluble. Était-il un charlatan de génie, menant brillamment par le bout du nez toute l'Europe avec ses talents et son audace, ou était-il un véritable phénomène ? Un être dont la nature et les connaissances dépassaient l'entendement de son époque, et peut-être même d'une autre. Écrivez votre réponse dans les commentaires, car dans cette histoire, le point final n'a toujours pas été mis.